Bon, il est 5, comme prévu, on va commencer et puis on espérera que tout le monde puisse nous rejoindre pendant cette webconférence. Donc, merci à tous d'être là. Je me présente, je m'appelle Elliot, je travaille pour l'association Article 1 et c'est moi aujourd'hui qui vais animer cette webconférence sur la thématique voie toute tracée ou réorientation à l'occasion du Printemps de l'orientation. Le Printemps de l'orientation, il est organisé par le ministère de l'Éducation nationale et l'ONICEP. Article 1, l'association Article 1 est partenaire de cet événement et il a lieu tous les mois de mars dans toute la France. Et l'association Article 1 propose à cette occasion divers événements pour les professeurs, pour les parents, pour les lycéens, comme cette webconférence aujourd'hui. L'association Article 1, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une association d'égalité des chances qui accompagne les jeunes du lycée au monde professionnel dans des problématiques liées à l'orientation, au développement personnel, à la réussite et à l'insertion professionnelle. Pour cela, avec différents programmes, parmi eux un programme qui s'appelle le programme Inspire, qui est labellisé par le ministère de l'Enseignement supérieur et par lequel Article 1 contribue à construire une orientation post-bac plus juste, plus confiante et mieux adaptée au potentiel de chaque jeune. On n'est pas du tout là pour promouvoir les longues et grandes études, on est là pour vraiment donner les outils pour que chacun puisse s'orienter et s'insérer professionnellement en fonction de ses besoins, mais qu'il puisse le faire avec un maximum d'outils. Aujourd'hui, on est là donc pour parler, comme je le disais tout à l'heure en introduction, de la thématique voie toute tracée ou réorientation. Et au travers du témoignage de 3 étudiants, on va se rendre compte que le droit à l'erreur, qui malheureusement est un terme que moi je n'apprécie pas trop, tout ce qui est erreur, échec, je préfère parler de réorientation. On a le droit de se tromper ou de se rendre compte au bout d'un petit moment, d'une année, de 6 mois, qu'on s'est peut-être trompé dans notre choix ou d'orientation ou même d'insertion professionnelle. Là, aujourd'hui, on est vraiment sur l'orientation. On va se rendre compte que nos choix peuvent évoluer et que s'il existe beaucoup de parcours linéaires, il y en a d'autres qui sont non linéaires, qui connaissent voilà, quelques périodes de doute, quelques périodes de réorientation en tout cas. Et on va se rendre compte par le biais des témoignages du coup de Laure, d'Ilixia et de Jean-Marie, qui sont 3 étudiants et étudiantes que je remercie, qui se sont mobilisés pour cette conférence et qui vont témoigner de leur parcours et répondre à vos questions si vous en avez. Donc, comme je le disais, on va entendre tout d'abord un témoignage de Laure, qui a eu un bac S et qui étudie aujourd'hui la biologie, d'Ilixia, qui, elle, a eu un bac ST2S, donc en santé et sociale, et qui a étudié en PACES, donc en médecine, en sciences du langage et en physique. Et enfin, on terminera avec Jean-Marie, qui, lui, est diplômé d'un baccalauréat ES, économique et social, et qui a étudié l'histoire de l'art et l'archéologie. Durant toute cette conférence, bon là, on risque en plus de ne pas être beaucoup, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Euh, pour que ce soit un peu plus fluide, vous n'aurez pas la possibilité d'ouvrir votre micro ou de votre caméra, mais vous pourrez poser les questions aux étudiants et à nous, animateurs. Je serai aussi accompagné d'Émilie qui m'accompagnera sur l'aspect technique et qui sera l'interlocutrice entre vos questions et moi. Du coup, n'hésitez pas à poser les questions via l'outil QNR qui se situe en bas de votre écran et nous y répondrons ou par écrit ou à l'oral en fonction. Voilà, là, on n'est pas beaucoup, donc je vous laisserai les poser. On y répondra à l'oral, on prendra le temps. Je vais tout de suite, du coup, laisser la parole à Laure. Laure, durant son témoignage, vous le verrez, va nous parler de ses études en biologie cellulaire, ses expériences à l'étranger. Elle en a eu plusieurs. Les différents logements qu'elle a pu occuper, ses bons plans étudiants, et bien évidemment nous parler aussi, elle, on le verra, de son parcours qui est un peu plus linéaire. On partira de ce parcours linéaire pour étudier les différentes possibilités. Voilà, donc Laure, je te laisse la parole. Et voilà, merci à tous. N'hésitez pas si vous avez des questions. Bon, du coup, bonjour, donc moi je m'appelle Laure. Merci déjà, Elliot, d'avoir tout organisé. Donc, je suis en 4e année d'études supérieures en master de biologie cellulaire à University College London, qui est une université en Angleterre.
à Londres précisément. Donc, moi, c'est ma dernière année de master, parce qu'ici, on n'a qu'une seule année pour faire notre M1 et notre M2 en même temps. Donc, je suis à moitié britannique, à moitié française. J'ai grandi à Londres. Donc, pour moi, c'était cohérent de rester en Angleterre, mais j'ai néanmoins fait un bac S, option spé maths. Du coup, je me suis posé les mêmes questions et niveau orientation, j'avais les mêmes choix. Donc, voie toute tracée. Donc, j'avais toujours été assez académique. Je me voyais bien faire des études longues. J'avais l'intuition que la recherche était un secteur qui me plaisait. J'avais par exemple adoré préparer mon TPE. Donc, à l'époque, on faisait des projets de groupe où on explorait un sujet, en tout cas dans ma filière, pendant un bon moment, pendant toute l'année. Après, on le présentait sous forme de vidéo ou autre. Puis j'aime aussi beaucoup les épreuves du type exposé, qui nous demandaient de faire des recherches et de synthétiser ces résultats pour les présenter. J'étais à la fois littéraire, donc j'hésitais à faire une L. J'aimais aussi beaucoup les maths et la SVT. Donc au moment de faire le choix, ça a été un petit peu compliqué. Mais je suis arrivée à la conclusion qu'il valait probablement mieux que je commence par les sciences, que je continue à faire des choses plus littéraires, peut-être sur le côté, et d'y revenir peut-être un jour ou de combiner les deux. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que bah oui, il y a une forme de vocation dans mes choix, mais bien sûr, il y a eu des moments où j'ai eu des énormes doutes. Donc, on a peut-être une vocation, mais on n'est pas notre vocation. Je pense que c'est hyper important de cultiver ses autres passions, ses autres occupations. Il faut aussi apprendre à exister avec le doute. Donc, même si mon parcours est linéaire, il y a eu des moments où, franchement, je me suis demandé ce que je faisais en biologie, notamment à la fin de mon stage de première année qui ne s'était pas particulièrement bien passé. Et je me suis laissée vivre avec un gros doute pendant un an. J'ai refait un stage et là, ça s'est super bien passé. Et je me suis dit qu'au final, j'avais peut-être pas fait un si mauvais choix que ça. Alors après, au niveau de mes expériences à l'étranger, donc bien sûr, je fais mes études en Angleterre. C'est pas totalement l'étranger parce que j'ai grandi ici. Mais c'est quand même... Enfin, c'est assez... Alors, en fait, ce que je voudrais dire, c'est déjà avec le Brexit, je pense que ça vaut pas la peine de venir faire une licence en Angleterre. En revanche, niveau master, ça peut valoir la peine parce qu'il y a plus de bourses. Pareil niveau doctorat, mais bon, ça, c'est vraiment plus loin dans votre parcours. Mais c'était une expérience hyper enrichissante parce que j'ai pu vivre avec des gens qui venaient du monde entier. J'ai pu réfléchir à d'autres manières de voir les choses, d'autres manières de vivre. C'était une super expérience. Puis après, j'ai aussi été faire un stage à Barcelone pendant 2 mois, un été. Donc, c'est le stage qui s'est super bien passé où je me suis dit qu'au final, la science, c'était pas si mal. Et là, pour le coup, j'ai débarqué dans un contexte où je ne connaissais personne. J'étais en colocation avec des gens qui, pour le coup, venaient vraiment du monde entier. J'étais dans un institut hyper international où, du coup, tout était en anglais, avec une vue sur la mer. Donc, c'était vraiment assez dingue. C'était plutôt bien payé et on pouvait même récupérer des bourses de l'Union européenne. Du coup, c'était tout bénef. Et ça a été une expérience incroyable parce que partir à l'étranger, c'est partir dans un endroit où personne ne projette quoi que ce soit sur vous et vous avez vraiment la place de vous réinventer. Je ne connais pas une seule personne qui a eu, enfin, peut-être, je ne sais pas, il y en a peut-être, mais de mes amis, tous ceux qui sont partis à l'étranger, ils ont eu des expériences formidables et je pense on en est tous revenus plus matures, plus posés dans qui on est. Et si vous avez l'occasion, franchement, foncez. Puis l'Espagne, c'est vraiment cool. Du coup, ça vaut la peine. Niveau différents logements étudiants, moi, j'ai fait plusieurs choses. Du coup, j'ai fait hall de résidence en première année. Donc, il y a des côtés hyper sympas parce qu'on rencontre plein de gens, on fait la fête. Il y a aussi des moments plus difficiles parce que du coup, on se retrouve dans un contexte où on n'est pas à la maison, on peut se sentir un petit peu déboussolé et je pense que c'est normal. Et c'est important de savoir qu'on a le droit de ne pas aller bien tout le temps, qu'on a le droit de dire non, qu'on n'a pas forcément envie de sortir tous les soirs, de poser ses limites. En tout cas, on en ressort grandi et j'ai clairement appris à poser justement mes limites pendant cette première année. Après ça, j'ai vécu en colocation avec des amis. Donc, c'était super sympa, mais il fallait aussi apprendre à dire les choses. Et quand on n'est pas très frontal, je pense que c'est une grosse période d'apprentissage. Et si on ne dit pas les choses, bah, en général, ça pète. C'était aussi super intéressant parce que bien sûr, on apprend à gérer ses factures, son budget, à organiser ses repas pendant la semaine. Alors qu'en hall de résidence, moi, on avait des repas qui étaient servis, donc il y avait ce stress de moi à gérer. Puis après, j'ai fait une colocation avec des gens que je ne connaissais pas. Et bah, là, j'ai trouvé ça assez génial parce que du coup, j'étais vraiment libre et on me posait des limites, mais on ne se devait rien les uns aux autres. Je ne sais pas si ça... À l'heure actuelle, je vis avec des gens que je ne connais pas bien. Et je pense que c'est peut-être pour moi l'option la plus reposante, mais je pense qu'au cours de vos études, vous vous rendrez compte de ce qui marche le mieux pour vous, que ce soit de vivre seul, vivre en résidence ou vivre avec des amis. Et je voudrais finir avec mes 2 petits bons plans étudiants. Du coup, déjà, Too Good To Go, qui existe dans pas mal de villes françaises, qui vous permet de récupérer des repas pour beaucoup moins cher de restaurants, etc.
Et l'autre chose, c'est d'identifier où est-ce qu'il y a un micro-ondes dans votre université ou sur votre campus pour pouvoir faire chauffer vos plats. C'est une petite révolution l'hiver. Voilà. Super. Merci beaucoup, Laure, pour ce témoignage. Très intéressant. Est-ce que vous auriez des questions? On va se laisser 5 minutes pour répondre à vos questions. Si vous en avez, vous pouvez les poser. Je disais tout à l'heure, pour ceux qui nous ont rejoints, qu'on peut les poser sur l'outil QNR en bas de votre écran. On va attendre quelques petits instants si vous avez des questions. Émilie, je ne les vois pas. Je te laisse me les poser s'il y en a. Pour le moment, non, il n'y a pas de questions dans le chat ou dans la partie Q&R. Mais moi, j'ai une question donc pour Laure. Comment t'es-tu adapté au monde universitaire dans lequel tu es beaucoup plus libre et moins encadré qu'au lycée? Je pense que ça a été une des grosses difficultés de la première année parce que justement, je venais du système français qui est hyper régulé, on nous dit quoi faire, etc. Et je pense qu'il y a un peu eu un moment où les 3 premiers mois, si je regarde, j'avais un peu l'impression d'avoir rien fait de concret et de sérieux. Et, euh, et du coup, je me suis instauré un emploi du temps qui était quand même assez strict. Je pense que le système anglais correspond à un certain type de personnalité. Donc, par exemple, même au sein de ma famille, mon petit frère, lui, il fait ses études à Lille, plutôt en mode prépa, parce qu'il sait que c'est là où il va être cadré. Moi, j'ai toujours préféré faire mes choses, décider de mon côté. Du coup, ça marchait mieux pour moi. Je ne me voyais pas faire une prépa. Donc, c'était un peu au final, ça marchait avec ma personnalité et le fait que je me suis vraiment instauré un programme et que encore aujourd'hui, je suis obligée de faire ça parce que sinon, c'est impossible de ticker des choses sur ma liste de choses à faire. Donc voilà. Et puis, je me suis aussi organisée avec des amis pour qu'on s'impose des moments de travail. Et je pense que ça a beaucoup aidé. Ok, super. Merci. Moi, j'en ai une aussi. Je voulais savoir, tu parlais tout à l'heure, voilà, tu avais un parcours qui était plutôt, on dirait, on pourrait dire tout tracé pour rejoindre un peu la thématique de la webconférence. Tu parlais aussi de moments de doute que tu as pu avoir. Est-ce que tu te souviens vraiment d'un moment où tu te dis non, c'est pas ce que je veux faire, je veux Ouais, absolument changer vraiment, en début de deuxième année, du coup, j'avais eu un stage où le labo dans lequel je bossais, les gens, moi, je n'étais pas sur la même longueur d'onde que mes collègues. Du coup, je me sentais vraiment très en décalé. Et à la rentrée, on avait des modules qui étaient nécessaires, mais que vraiment me paraissent. Enfin, j'allais en cours, ça ne m'intéressait pas. Et j'étais dans la filière biochimie au début du cursus. Et en fait, au bout d'une semaine de cours, j'ai appelé, on a quelqu'un qui est en charge de nous surveiller un peu, nous guider pendant nos premières années d'études dans le système qu'on appelle tuteur. Et, euh, et je lui ai dit, ouais, non, c'est pas possible, je veux arrêter. Et il m'a dit, non, déjà, on va trouver des options. Et du coup, en final, ce que j'ai fait, c'est que j'ai bougé en biologie cellulaire qui était plus adapté à ce qui m'intéressait et me porter en recherche. Donc oui, j'ai vraiment eu des gros moments de doute. Je pense que c'est hyper normal. Et je pense aussi que peut-être que le danger de ce qui est considéré à chaque fois comme une vocation, c'est que les gens s'attendent à ce que tu sois satisfaite par tous les aspects de ce que tu fais, que c'est bon, tu es sûr que c'est ce que tu as envie de faire. On peut avoir l'intuition d'une vocation, mais il n'en reste pas qu'on a des intérêts, des centres d'intérêt qui sont à côté. Je pense que c'est vraiment important de continuer à les cultiver. Ok, super, merci. Est-ce qu'il y a des questions, d'autres questions peut-être? Il nous reste encore un peu de temps. Comme je le disais, pour ceux qui viennent d'arriver, si vous pouvez les poser sur le QNR. Donc, Alors, on a une question donc de Tessa. Je vous la lis. Donc, elle dit, comme je souhaite continuer mes études au UK, devrais-je consacrer de préférence une année pour l'apprentissage de l'anglais ou est-ce mieux de le faire en parallèle des cours universitaires? Alors, oui. Je pense que ça dépend un peu du temps qui t'est imparti hors de ton cursus universitaire. Si tu as le temps de vraiment bien travailler ton anglais, de prendre des cours, de peut-être trouver un binôme en ligne pour pratiquer et que tu as vraiment le temps de t'investir et que tu sens que ton niveau il augmente suffisamment, dans ce cas, je dirais fonce. Mais sinon, peut-être
oui, effectivement, ça peut être intéressant de venir pendant 1 an de travailler comme jeune fille au pair. Moi, j'ai pas mal d'amis qui ont fait ça. Ça leur a aussi permis de mettre un peu d'argent de côté et de découvrir la vie en Angleterre avant de vraiment s'y engager pour leurs études. Et c'est une autre option. Je pense vraiment, ça dépend de à quel point tu te sens à l'aise avec ton niveau en anglais et si tu te sentirais, si tu dis qu'avec juste 1 an de quelques conversations, tu seras suffisamment à l'aise pour suivre des cours qui sont quand même. Enfin, c'est 1 heure d'amphi, ça va vite. Du coup, tu as intérêt à plutôt maîtriser la langue bien. Je sais pas si ça répond à la question de manière très claire, mais voilà, j'espère que ça aide. Super, merci. Oui, je pense que ça y répondait. On aura le temps tout à l'heure de revenir si jamais ce n'est pas le cas. En tout cas, merci pour ton témoignage, Laure. Merci pour ces réponses aux questions. On va pouvoir enchaîner. Moi, je vais vous parler un tout petit peu, on va essayer d'aller vite, du schéma classique des études supérieures que je pense vous connaissez à peu près tous. Que je ne sais pas encore si vous le connaissez dans le détail, sachant qu'il évolue aussi d'année en année. On va peut-être pas, je vais peut-être pas tout vous présenter, peut-être les 3 grands types d'études supérieures et les 3 grands parcours qui existent. Donc, c'est d'abord à l'université, au lycée ou en école. Il existe bien évidemment d'autres possibilités, mais qui reprennent un peu ce schéma-là classique. Donc, licence. Ensuite, on peut potentiellement continuer sur un master, puis un doctorat. On peut également faire à l'université depuis peu des DEUST. Il s'agit des diplômes d'études universitaires scientifiques et techniques qui s'effectuent à l'université, mais dans un cadre un peu plus comment dire, scolaire lié au lycée, dans un cadre un peu plus avec une classe, un groupe classe un peu plus restreint qu'une promotion entière comme on peut avoir en licence, et qui emmène très souvent à une licence professionnelle par la suite. Le BUT, le bachelor universitaire de technologie, qui est désormais le nouveau DUT. Au lycée, 2 possibilités, les BTS, brevets de technicien supérieur, et les CPGE, les classes préparatoires aux grandes écoles. Et ensuite, on a le parcours au sein d'une école qui, là, se fait en 5 ans, mais qui, en fonction des écoles, peut évoluer. Donc, on a des écoles, par exemple, des écoles d'infirmiers, où c'est un peu moins de 5 ans. Donc, voilà, tout ça, c'est très général, ce qu'on vous présente ici aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez des questions sur ce schéma particulier. Sinon, vous trouverez beaucoup d'informations dans de nombreux outils dont on parlera aussi tout à l'heure. Là, l'idée, voilà, c'était de vous présenter le schéma des études supérieures tel qu'on le connaît, classique, et vous expliquer que voilà, il y a des parcours qui sont plus ou moins tracés, la licence, le master, le doctorat. Laure en a attesté aussi avec son parcours. On a aussi la possibilité, comme vous le voyez avec ces flèches, de bifurquer, de basculer d'une filière à l'autre. Là, on a 2 exemples de flèches. On appelle ça les passerelles. On rentrera dans le détail tout à l'heure à la suite du second témoignage. Mais voilà, là, il y a 2 flèches. Ce sont des exemples. Donc, après un BTS, on peut effectuer une licence professionnelle ou on peut rentrer en école. Tout dépend. Pareil, il faudra rentrer dans le détail à chaque fois. Mais sachez que ces flèches ne sont qu'un exemple. Il y en a à peu près, je pense, des milliers d'autres d'une filière à une autre. On n'aura pas le temps en 1 heure, ni je pense en une après-midi, de rentrer dans le détail de toutes ces passerelles qui existent. Mais voilà, c'est juste pour vous donner un peu l'idée de leur existence en tout cas. Et on verra tout à l'heure les différentes possibilités qu'il y a lorsque l'on parle d'une passerelle et lorsque l'on souhaite se réorienter à la suite ou s'orienter à la suite d'une année ou d'un niveau d'études supérieures. Du coup, qui de mieux qu'Ilixia pour vous parler un petit peu de son parcours et du coup, on va le voir, son parcours qui a connu quelques petits rebondissements et qui a connu quelques périodes de réorientation, oui, des passages d'une filière à une autre, d'une branche d'études à une autre. Et du coup, on verra que pendant son parcours, elle va nous parler comme je le disais tout à l'heure, ses études en PACES, ses études en sciences du langage, en physique, mais ses expériences de réorientation, comme je l'ai dit, mais aussi de sa bourse du Crous et de son service civique qu'elle effectue actuellement au sein de l'association Article 1. Donc, Ilixia, je vais te laisser la parole et je vous laisse
commencer peut-être à écrire des questions aussi pendant son témoignage pour qu'on puisse y répondre après si vous en avez. Voilà, merci à tous et Elixia, je te laisse la parole. Merci et rebonjour, bonjour surtout aux nouvelles personnes qui viennent d'arriver. Donc, comme l'a très bien dit Eliott, je m'appelle Elixia et donc actuellement, je suis en première année d'une licence de physique. Je vais vous expliquer un peu mon parcours. Donc, pour ma part, je vais juste un peu revenir sur la période lycée, un peu comment ça s'est passé, mon orientation. Je ne vous cache pas que moi, je fais un peu partie de la génération qui ne s'est pas énormément renseignée sur tout ce qui est orientation. Donc, je suis arrivée, quand j'étais en terminale, je savais tout, mais que sur la PACES au final. Donc, je voulais absolument faire ça et je ne savais des informations que sur ça. Donc, en 2016, j'ai eu mon bac ST2S, de santé et du social. C'est comme ça, en fait, que je suis entrée à l'enseignement supérieur. Et pour moi, ça a été une douche froide. Je peux dire ça, ça a été une douche froide puisque je ne connaissais pas, comme je vous ai dit, je ne me suis pas renseignée, je ne me suis pas vraiment renseignée sur les études supérieures. Donc, j'arrive en première année, le rythme de travail, je ne savais pas fournir cette masse de travail. Je ne connaissais pas la vie universitaire. En fait, ça a été assez difficile de m'adapter à première vue à la vie dans l'enseignement supérieur à l'université. Et je me suis rendu compte tout simplement que la formation ne me plaisait pas. C'est comme ça que je me suis réorientée. Donc, j'ai changé de voie juste après avoir fait une PACES et je suis passée en licence de sciences du langage. Donc, les sciences du langage, je pourrais dire que c'est les sciences sociales, pardon, avec des langues, si je peux dire d'une manière très raccourcie ce que c'est. Et ça aussi, j'ai toujours pas appris de mes leçons et ça m'a pas du tout plu et je m'étais toujours pas renseignée de ce que c'était sciences du langage. En fait, je suis entrée dans cette formation sans vraiment savoir ce que c'était. Donc, j'ai fait cette licence. Pour ma part, ça a été très difficile parce qu'en fait, j'étais entre le sentiment au final, je n'ai pas fait mon rêve PACES et je suis dans une formation qui ne me plaît pas du tout. Donc, c'était une période de grosse, je pourrais dire énorme remise en question sur ma propre personne, sur mes choix d'avenir, sur ce que je voulais faire. Et c'est comme ça qu'au bout d'un moment, je me suis dit que non, là, c'est le moment d'arrêter. Donc, j'ai pris une année de césure, une année pour vraiment réfléchir à mon projet, à ce que je voulais faire. Et je pourrais dire que c'est à cette période-là que j'ai fait le travail qu'on est censé faire en terminale. Donc, me renseigner sur tout ce qui est formation, sur tout ce que j'aimais, ce que je n'aimais pas. Enfin, j'ai repris vraiment le travail à zéro. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte que, en fait, en discutant avec des professeurs, avec des élèves, avec plein de personnes, je me suis rendu compte que j'aimais toujours les sciences, mais pas les sciences biomédicales, pas les sciences médicales, mais plutôt des sciences, je dirais, formelles. Et je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup, beaucoup la physique. C'est comme ça que je me suis réorientée en licence de physique. Donc, actuellement, c'est ce que je suis en train de faire. Et avec mieux réflexion, je me rends compte que c'est réellement ma voie, ne serait-ce que pour les opportunités ou juste en général, en fait, le cadre de travail, les matières, c'est vraiment quelque chose que j'aime. Donc, moi, pour ma part, je vous ai un peu parlé vraiment ma réorientation. Pour moi, la réorientation, ça a été, si je peux juste dire une phrase, c'est que ça a été une période assez difficile puisque je ne vais pas utiliser vraiment le mot subir, mais je me suis réorientée dans des formations que je ne connaissais pas, et j'ai dû à un moment dire stop dans mes études pour vraiment savoir ce qui me correspondait. Ce que je peux rajouter également concernant la bourse, l'une des choses les plus importantes, je dirais, pour un étudiant, c'est, moi, pour ma part, je voudrais juste vous donner un petit conseil. Faites vraiment votre demande en temps et en heure. Parce que moi, pour ma part, j'ai eu des grosses complications dans ma première année et je n'ai pas eu la bourse pendant une année académique. Donc, vous imaginez un peu la galère. Et en fait, au final, on s'est rendu compte que c'est juste que j'avais mal photocopié un document. Donc, pour ma part, c'est comme ça que mes débuts de bourse se sont passés. Après, je trouve que c'est de plus en plus facile puisque maintenant, tout est de manière électronique sur la plateforme.
Donc, pour ma part, ça a été ça. Et je pense aussi le fait que me réorienter, mais toujours avoir la bourse, je pourrais dire, ça me réchauffait le cœur de me dire que même si j'étudie, j'ai quand même la bourse à côté. Et donc, pour revenir au présent, maintenant que je suis en licence de physique, également, je suis en service civique. Je ne sais pas si Elliot va vous expliquer ce que c'est un service civique ou pas, mais oui, je suis à l'association Article 1 et grosso modo, mon service civique consiste à faire des ateliers dans des lycées ou faire animer des webconférences comme aujourd'hui sur le thème de l'orientation. Donc voilà. Super, Elixia, merci. Oui, on reviendra tout à l'heure justement sur les différentes possibilités pour travailler durant ces études, que ce soit en même temps que suivre des cours ou dans une période où justement on se retrouve avec une période ou un semestre ou un trimestre où on ne sait pas trop quoi faire entre deux périodes d'orientation ou de début et de fin d'année. Merci pour ton témoignage, Elixia. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à les poser, comme tout à l'heure, sur l'outil Q&R en bas de votre écran. Vraiment, c'est le moment. Profitez aussi de ces temps un peu privilégiés où vous vous retrouvez avec des étudiants en direct. C'est un conseil, je crois, qu'on partage tous et dont on se rend compte dans le cadre des témoignages qui existent. Est-ce qu'il y a une question? Alors, oui, on a une question dans le chat. Donc, une personne demande si c'était pas trop compliqué pour toi, Elixia, de gérer le service civique et ta licence à la fois. Alors, en toute honnêteté, le début, c'était très difficile, puisque en fait, je revenais d'une période où je n'avais pas étudié à proprement parler à l'université ou quoi. Donc, je revenais d'une période, je veux dire, sans activité. Et en fait, le plus difficile, c'est l'organisation, en fait. Sinon, voilà, c'est vraiment le plus difficile, l'organisation. Sinon, ça va. Super, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Dans le cadre, ouais. Moi, j'aurais une question pour toi, Elixia. Est-ce que tu as rencontré des difficultés dans les différentes procédures de réorientation par lesquelles tu es passée? Alors, la première réorientation que j'ai faite était au sein même de l'université dans laquelle j'étais déjà. Donc, au final, ça n'a pas été très difficile. C'est juste entre différentes scolarités. Mais je pense que la deuxième, si, ça a été plus difficile. Surtout, je pense, la difficulté, c'est que c'était une année de césure, en fait, que j'avais fait une coupure dans mes études. Je pense que si j'avais continué, si j'étudiais avant, ça aurait été plus facile. Donc, je pense que ça a été ça la difficulté, de montrer un peu sa crédibilité, au final, auprès d'une nouvelle université, d'un nouvel établissement. Ok, merci. On a encore une autre question dans le chat. Est-ce que tu es payé pour ton service civique et est-ce que c'est cumulable avec la bourse? On va vous laisser la surprise, ne vous inquiétez pas, hein, on va vous expliquer. Allez, Elixia, on a un peu de temps, je te laisse lui répondre. Donc, premièrement, oui, c'est cumulable avec la bourse, seulement si on est échelon 6 ou 7. Également, donc oui, on est payé. Je ne me souviens plus exactement, mais je crois que c'est à peu près dans les 500 et des poussières. Et pour trouver une association, c'est super facile. Il y a un site qui s'appelle Service civique, je crois, .gouv.fr. Et là, il y a plein d'associations justement qui proposent leur mission. Donc, vous avez ensuite, alors, selon la modalité, leur envoyer votre CV, une lettre de motivation ou aller contacter tout simplement. Et voilà. Super, merci. Plus d'autres questions? Émilie, c'est bon? Yes, c'est bon. Moi, j'avais juste une petite question pour faire la transition, Elixia, avec tout ce qu'on va dire maintenant. Je vais vous présenter les différents types de passerelles. Tu avais fait 2 ans en sciences du langage. Pourquoi ne pas avoir, par exemple, tenté de rentrer en 3e année de licence après ta L2 et avoir décidé de… Est-ce que c'est parce que ce n'était pas possible peut-être entre les deux filières? C'est-à-dire dans une 3e année de physique, c'est ça? Oui.
Ouais, non. En fait, c'est deux filières très. En fait, il faut savoir qu'en sciences du langage, il n'y a absolument pas de sciences formelles, mathématiques, physique. Peut-être en première année, juste un seul cours magistral sur les probabilités. Donc, en fait, c'est difficile de se dire faire 2 ans, voire 3 ans sans maths, sans physique, sans rien, et de reprendre directement une troisième année. C'est assez difficile dans ce cas-là. Donc, je pense que dans ce cas, c'est une passerelle impossible. Ok, super. Super, bah, c'était vraiment pour faire la transition avec la slide suivante et les quelques petites explications que je vais vous donner sur les passerelles. Qu'est-ce qu'une passerelle? Quel type de passerelle existe? En tout cas, merci Elixia pour ton témoignage et merci à tous d'avoir posé quelques petites questions. J'espère qu'on a pu y répondre. On pourra en fin de conférence se laisser un petit peu de temps si on avance bien pour poursuivre les temps de questions. Du coup, qu'est-ce qu'une passerelle? Comme on vient de le voir là, dans le cadre du témoignage d'Elixia, on va maintenant aborder cette notion de passerelle et des différentes manières de se réorienter qui existent. Il y en a trois principalement. Donc, tout d'abord, on peut repasser par Parcoursup pour choisir de recommencer en première année de telle ou telle filière pour changer notamment de domaine. Je posais la question tout à l'heure, mais je connaissais pour être voilà, la réponse. En fait, on ne peut pas, après 2 années, par exemple, comme le disait Elixia en sciences du langage, aller dans une autre filière dont les matières ne sont pas forcément euh, proches et qui n'ont un peu rien à voir, entre guillemets. On est obligé de repasser par un bac+1 et donc faire nos vœux sur Parcoursup. Donc voilà. Deuxième possibilité de se réorienter, c'est en faisant une passerelle d'une année à l'autre. Par exemple, je le disais tout à l'heure, très souvent, des étudiants avec un BTS, on le voit en bas sur l'exemple, qui est validé, et donc un bac+2 en poche, ont la possibilité de rejoindre une licence, bien évidemment dans le domaine ou dans un domaine proche de celui dans lequel ils étaient, en passant directement en troisième année, ou une licence générale ou une licence pro, s'il s'agit, comme je disais, d'une formation dans le même domaine. Et enfin, on a une troisième forme de passerelle. Donc, les passerelles, c'est vraiment, comme c'est écrit ici, le, le fait de vouloir poursuivre ses études, mais en se réorientant dans une autre filière ou dans un autre domaine d'études. Et du coup, il y a un troisième type de passerelle qui existe, c'est le fait de vouloir changer de cursus, ou en tout cas de cursus, pendant une année scolaire. Si au bout du premier semestre, par exemple, d'université, je ne sais pas, en droit, vous vous rendez compte que ça ne vous plaît pas et que vous souhaitez changer ou aller découvrir un autre domaine, il est très souvent possible de changer de parcours à la fin de ce premier semestre et vous réorienter dans un autre domaine. Ce changement, attention, et comme la plupart des changements entre chaque filière, n'est pas automatique. Il faut une demande particulière et bien justifier ses choix. Là où, par exemple, pour un BTS validé, ben voilà, avec un bac+2 en poche, on peut arriver directement en troisième année si c'est dans le même domaine. Et là encore, comme je le disais tout à l'heure, avec les petites flèches, donc voilà, on vous a présenté ce que c'était une passerelle. On n'aura malheureusement pas le temps aujourd'hui, et comme je le disais même en une après-midi, de se rendre compte de toutes les passerelles qui existent. Il faut vraiment se renseigner sur le site des universités auprès des conseillers d'orientation qui existent, des responsables de formation, aller poser des questions un maximum pour savoir ce qui est faisable ou non. Même en cours d'année, ne pensez pas que ce n'est pas faisable de changer en cours d'année. Vraiment, allez taper aux portes et vous renseigner. Comme je disais, c'est tellement vaste qu'il n'existe pas de liste, il n'existe pas de plateforme qui recense l'ensemble des passerelles potentielles, étant donné que c'est vraiment du cas par cas, voilà, un suivi un peu individuel de chaque étudiant. Voilà, je ne sais pas si vous avez quelques petites questions. Sinon, voilà, sur ces points-là un peu informatifs, on y répondra à la fin. Je vais tout de suite laisser la parole du coup à Jean-Marie, que je remercie également pour sa présence et qui, au travers de son témoignage, va nous parler de ses études en histoire de l'art et en archéologie, son expérience de réorientation qu'il a lui aussi connue, voilà, son expérience lorsqu'il a logé chez l'habitant et son service civique
car Jean-Marie a également fait un service civique. Donc voilà. Jean-Marie, je te laisse la parole. Merci Elliot. Donc moi, comme on le disait, c'est Jean-Marie, j'ai 20 ans et je suis actuellement en licence d'histoire de l'art et d'archéologie à Quimper, donc à l'Université de Bretagne occidentale. Donc je vais faire moi aussi un petit retour chronologique sur mon parcours, donc parcours qui n'est pas très long puisque je suis en âge Bac+3. Tout d'abord, donc un petit point sur ma relation avec le supérieur lorsque j'étais au lycée. Donc j'ai passé en 2018, comme on l'a évoqué, un bac économique et social à Douarnenez, donc dans le Finistère. J'étais plutôt un bon élève, donc avec des goûts plutôt éclectiques. Donc j'avais pas mal de possibilités d'orientation, mais cependant, je n'avais pas de projet vraiment défini. Aucune filière supérieure ne m'intéressait vraiment plus que les autres. Mais en tout cas, une chose était sûre, j'avais hâte plutôt de changer d'orientation, de changer d'air, pardon, plutôt, par rapport au lycée, notamment au niveau de l'encadrement et des méthodes de travail qui commençaient à me peser un peu. Donc, je pensais plutôt m'orienter vers une licence à l'université, dont l'encadrement est connu pour être plus cool que dans d'autres structures comme BTS ou classe prépa. Donc, j'ai envie de pouvoir plus travailler seul et m'émanciper au niveau des études par rapport au lycée. Et grâce à des rencontres avec des étudiants, soit au cours des journées portes ouvertes ou alors au lycée, j'ai fini par me décider, donc en février de terminale, donc un peu au dernier moment, pour une orientation en licence de sciences archéologiques, donc à Bordeaux, puisque j'étais intéressé par les questions historiques, sociétales, scientifiques, tout ça en rapport avec le patrimoine. Donc, j'étais amené à m'installer à Bordeaux dès la première année post-bac. Donc, ça représentait bien sûr vraiment beaucoup de changements importants par rapport à ma vie au lycée, parce que matériellement, tout d'abord, puisque je suis passé comme ça d'un petit lycée à 10 km de chez mes parents à une grande université dans une métropole importante. Et justement, pour que je ne sois pas trop obligé de me débrouiller tout seul et que je ne me sente pas perdu, parce que j'arrivais tout seul, bien sûr, sans aucun ami dans la même ville. Donc, pour que je ne me sente pas trop tout seul dans cet environnement, mes parents et moi, on a plutôt choisi un logement justement chez l'habitant, donc en mode intergénérationnel, chez une personne âgée. C'est un type de logement étudiant auquel on ne pense pas toujours, mais ça permet souvent comme ça de faire des économies au niveau du loyer, et en plus aussi le fait de vivre avec quelqu'un et d'autres dans la même maison, même si bien sûr il faut réussir à cohabiter, ça permet de ne pas être livré à soi-même, donc surtout lorsqu'on est jeune et que c'est la première année post-bac, ça peut être pas mal comme choix pour de logement. Et comme ça, j'ai pu m'habituer progressivement à ma nouvelle indépendance. Donc c'est vraiment un choix de logement qui m'a beaucoup plu. Au début, je l'ai aussi un peu choisi par hasard, mais vraiment, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant, une personne très sympa. C'est vraiment utile, intéressant, donc autant au niveau économique qu'au niveau psychologique. Donc c'est vraiment quelque chose que je recommande si on est relativement adaptable et qu'on n'a pas peur de vivre avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Enfin bon, quand même de l'intimité. Et sinon, du côté académique, bien sûr, aussi, l'orientation comme ça à Bordeaux, ça a été beaucoup de changements, mais je n'ai pas eu trop de difficultés à m'adapter au monde universitaire, puisque comme je le disais, j'avais envie justement de changer et ça m'a plu. L'ambiance de la promotion était sympa et les méthodes de travail universitaires m'ont plu justement rapidement. J'ai réussi à m'adapter autant au niveau de l'emploi du temps, beaucoup plus léger qu'au lycée, bien sûr, qui laisse de la place pour le travail personnel, donc qu'il faut faire, et l'organisation de travaux de groupe, parce que ça aussi, j'étais heureux de pouvoir faire tout ce qui est exposé, tout ça, donc plus de recherche, plus d'investissement personnel et en groupe qu'au lycée. Donc vraiment, ça me plaisait énormément. Mais cependant, même si les cours aussi, leur contenu m'intéressait aussi, je me suis rendu compte que l'archéologie, vraiment au sens strict, ce n'était pas vraiment le domaine dans lequel je souhaitais me spécialiser pour la suite. Et donc, j'ai été amené, moi aussi, à me réorienter. Puisque j'étais toujours intéressé par l'histoire et le patrimoine, je n'ai pas non plus voulu me réorienter une filière drastiquement éloignée. Donc, j'ai décidé d'intégrer plutôt en première année une licence d'histoire de l'art et d'archéologie, donc à Quimper, en rentrant en Bretagne. Donc, de manière générale, il s'agit de la même licence que celle que je suivais à Bordeaux, mais avec un parcours différent. Donc, autrement dit, le parcours, c'est l'ensemble des cours, l'ensemble des unités d'enseignement qui constituent la licence. Donc là, ici, c'était le même nom de licence en générique, mais en réalité, des cours très différents de l'autre université, donc préparant à des débouchés différents aussi. Donc, qui correspondaient plus justement à mes centres d'intérêt au final au niveau du patrimoine. Et donc, j'ai dû repasser par Parcoursup justement avec la même procédure qu'en terminale. Et une fois admis, comme la orientation qu'on évoquait tout à l'heure pour repartir en première année, et une fois admis, donc, il m'a fallu reprendre mes marques, voilà, retour chez mes parents, et découvrir une nouvelle université, en beaucoup plus petite évidemment qu'à Bordeaux, donc encore de nouveaux changements d'habitude. Mais globalement, ma réorientation s'est plutôt très bien passée. J'ai pu m'intégrer facilement dans la vie étudiante locale, donc avec notamment l'investissement dans les associations étudiantes. Et puisque ma filière ressemblait dans ses grandes lignes, quand même, dans l'organisation de son première année, il y a beaucoup de cours communs à toutes les filières. Donc, je ressemblais globalement à ma première orientation l'année précédente.
Donc, je connaissais déjà certains points et j'avais pu donc valider certaines matières, les matières génériques qu'on a toujours en première année, donc ce qui est recherche, justement, intégration et découverte générique vraiment d'université. Donc, j'ai pu valider quelques matières par équivalence avec l'année précédente. Et donc, ça me faisait un emploi du temps encore plus léger que les autres étudiants, donc vraiment très léger. Et j'ai profité de mon temps libre qui était laissé par ça pour faire moi aussi un service civique. Donc, moi, dans le domaine de l'accompagnement scolaire au niveau collège. Et comme ça, j'ai pu vraiment réaliser une expérience sociale sympa pendant mon année d'orientation. Donc, qui m'a permis aussi, en parallèle à mes études, de faire un peu autre chose pour élargir un peu mon champ d'horizon. C'est toujours intéressant de voir d'autres personnes et gagner, comme on le disait, plus de 500 € par mois, c'est quand même pas mal. Donc, globalement, si je peux tirer une synthèse de tout ça, je peux dire que ce qui était vraiment d'abord, en gros, un choix d'orientation par défaut après le lycée, s'est transformé pour moi en un projet qui me plaît et qui me correspond. Donc, grâce notamment à l'orientation qui m'a permis d'affiner mon projet. Donc, c'est vraiment une situation qui arrive souvent à la fac, comme on le disait tout à l'heure, de se réorienter. Vraiment, beaucoup d'étudiants s'orientent à un moment pour préciser leur projet d'orientation ou pour en changer complètement. Donc, moi, personnellement, comme Elliot, je trouve que vraiment, ce n'est pas des années perdues, ces années d'orientation. Et comme on a des fois l'impression, c'est vraiment plutôt des enrichissements qui permettent de compléter notre parcours, de faire de nouvelles expériences, tout ça. En tout cas, ça a vraiment été mon cas. Mon redoublement, entre guillemets, m'a donné vraiment la possibilité de faire de nouvelles rencontres, de nouvelles expériences et d'apprendre plus de choses vraiment au niveau académique. Donc, au final, c'est plutôt une sorte de licence en 4 ans, en quelque sorte, avec des expériences diverses qui m'ont apporté beaucoup. Voilà. Globalement, j'en ai terminé. Super, merci beaucoup Jean-Marie. Merci pour ce témoignage intéressant. Comme tout à l'heure, on se laisse un petit instant pour répondre à vos questions si vous en avez. On vous laisse les poser via l'outil Q&R directement en bas de votre écran. N'hésitez vraiment pas. Tout type de questions est bonne à poser. Comme je le disais, c'est des moments privilégiés qui pourront aussi vous permettre, de vous poser les questions en amont de faire des choix. C'est quelque chose d'important. Il y avait une question tout à l'heure qui complétait en fait d'autres questions. Enfin, en gros, est-ce que, enfin, je suis pas sûre de comprendre la question, mais en gros, est-ce que on peut cumuler le salaire d'un service civique avec la bourse quand on est échelon 5? Alors, on va répondre à cette question juste après. On parle un peu du service civique en règle générale. On pourra y répondre, mais sinon, rapidement, oui, c'est entièrement possible. C'est à partir de l'échelon 5, en fait, qu'on peut avoir un bonus sur notre rémunération de service civique. Quoi qu'il arrive, lorsqu'on fait un service civique, on est rémunéré. Voilà, même en dessous, même si on n'est pas boursier, on est rémunéré. Et en fait, le taux de rémunération augmente si on est boursier. Et si on est boursier, à partir de l'échelon 5. Voilà. On rentrera dans le détail tout à l'heure. Et sinon, est-ce que Jean-Marie, tu as une idée de ce que tu veux faire plus tard? Plus tard, oui, globalement, même si ce n'est pas encore très précis toujours, globalement, j'aimerais justement travailler en lien en gros avec le patrimoine, donc tout ce qui est mise en valeur, préservation du patrimoine. Et sinon, au niveau des études, d'abord, sans de réaliser un master recherche en histoire de l'art médiéval, donc une fois que ma licence sera terminée. Et ensuite, sans doute, un autre master donc professionnalisant, là, justement, en lien avec la médiation culturelle ou alors plus technique au niveau justement de la conservation du patrimoine. Voilà. Mais sans que ce soit vraiment trop figé pour l'instant. Super, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Dans le Q&A ou dans le chat? Émilie, je ne sais pas. Je crois qu'on a perdu Émilie. Ouais. Est-ce que vous voyez les questions? Quelqu'un veut bien me lire les questions? Oui, moi Allez, je Laurent, vois les merci. questions. Elles ne sont pas liées directement au parcours de Jean-Marie, donc je Oui. ne sais pas si tu veux y revenir. Enfin, Ouais, on plus peut tard. aller. On y répond, on a le temps. Ok, donc attention, je lis les questions. Du coup, Tessa demande, je pourrais par exemple faire une année en chimie dans une université française pour la quitter et par la suite intégrer une université anglaise. Ah, on a récupéré Émilie. Et par la suite intégrer une université anglaise en Biomedical Sciences en basculant directement en deuxième année. Alors, pour répondre à ta question, il n'est pas possible d'intégrer les parcours de licence anglaise en cours de chemin. Donc non, malheureusement, tu ne pourras pas faire ça. En revanche, ce que tu peux faire, c'est faire une licence
de qualité en France, obtenir de l'expérience, c'est de bien faire un master en Angleterre. Ce qui, moi, je recommande parce que je pense qu'on a des super licences. Moi, je ne l'ai pas faite parce que du coup, je suis à moitié britannique, donc j'ai accès aux bourses du gouvernement anglais, ce qui n'est pas le cas des étudiants étrangers. Et si je n'avais pas eu accès à cette bourse, j'aurais fait mes études de licence en France et je serais venue faire un master en Angleterre où, pour le coup, ça vaut la peine de venir parce qu'il y a plein de sujets thèses hyper libre dans tes choix. Je pense que c'est pareil à l'université française, mais je sais que moi, pour ce que je voulais faire, c'était cohérent que je vienne faire mon projet de laboratoire en Angleterre. Mais je ne sais pas si je peux proposer ça comme ça, mais tu peux retrouver mon profil sur Inspire et si tu veux qu'on parle des études en Angleterre en plus de détails, n'hésite pas à m'envoyer un message. Comme ça, je serais plus que ravie de donner plus de conseils. Et en plus, si tu veux faire Biomedical Sciences, moi j'étais en Biological Sciences. Voilà, on va dire c'est une filière que je connais plutôt bien. Et après, du coup, Émilie, si tu veux reprendre les questions. Oui, désolée, j'ai... Ok. Alors, en fait, désolée, il y a eu un bug sur mon ordi. Donc, en fait, il y a eu des questions, je ne les vois plus. Est-ce qu'il y a une dernière question, Laure? Sinon, si tu veux Oui. la poser directement, pas de souci. Il y a une question du coup sur que sont les échelons, mais Ok. peut-être que tu vas y répondre incessamment sous peu. Non, on ne rentrera pas dans le détail de la bourse aujourd'hui. Pour ça, je vous invite aussi sur la page YouTube de l'article 1. On a une webconférence qui a eu lieu il y a 2 semaines sur le financement des études. On rentre dans le détail des bourses qui existent. Donc, en fait, les échelons, c'est pour toutes les bourses. Je crois qu'il y a des échelons, en tout cas très souvent, mais notamment pour la bourse du Crous, qui est la bourse la plus connue pour les études supérieures, qui est ouverte à un grand nombre d'étudiants. Donc voilà, on vous conseille tout à l'heure de faire votre demande, faites-le. Et en fait, des échelons, c'est-à-dire qu'en fonction de plusieurs critères, des critères économiques sur les revenus de ton foyer, le nombre de frères et sœurs que tu vas avoir, le lieu, la distance entre ton lieu d'habitation et ton lieu d'études, tout ça va faire un algorithme va calculer en fonction ton échelon de bourse. Et plus tu as un échelon élevé, je crois qu'il y en a, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'il y en a 7. Et plus on a un échelon élevé, plus on va avoir une bourse importante. Il existe par exemple des échelons 0, 1, 2, 3, comme je le disais. Et forcément, l'échelon 5, par exemple, puisqu'on parlait de celui-ci tout à l'heure, nous permet d'avoir un certain taux de rémunération. Pour ça, je vous invite à faire votre simulation sur le site du Crous et de remplir votre dossier social étudiant. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on passe à la suite? Non? Allez, alors super, on va pouvoir passer à la suite. Merci en tout cas, Jean-Marie, pour ton témoignage. Peut-être une question, moi, que j'avais à te poser. Euh, tu parlais tout à l'heure justement un peu de ton logement lorsque tu as vécu chez l'habitant. Est-ce que, par exemple, je te pose une question qui peut être intéressante pour certains. Est-ce que, par exemple, il est possible de toucher tout de même ce qu'on appelle les APL, les aides au logement, données par la CAF, la Caisse des allocations familiales, lorsque l'on décide de vivre chez l'habitant? Je ne sais pas si tu en as parlé lors de ton témoignage, mais Non, justement, je ne les ai pas évoqués, mais c'est vrai que si, comme tout autre logement locatif, on peut percevoir les APL, à condition, là aussi, comme pour les autres, quelques critères administratifs au niveau justement de la signature d'un bail en bonne et due forme, tout ça. Aussi qu'il n'y ait pas de liens familiaux entre le bailleur et le locataire, qu'on n'aille pas louer sa chambre chez ses parents, choses comme ça. Et donc, en effet, on peut percevoir les APL là aussi selon là aussi, le simulateur peut être utile dans ce cas-là pour voir combien on peut percevoir, parce que ça dépend de la distance de plusieurs facteurs, mais c'est possible en tout cas. Ok, super. Bon, merci pour ton témoignage. Merci pour les quelques questions posées. Je vais rapidement vous parler des différents moyens de travailler durant ces études. Donc, il existe des jobs étudiants. Il en existe tout plein, et on peut vraiment trouver le job étudiant qui correspond aussi à nos envies. Pour la plupart, il s'agit du contrat horaire avec un certain nombre d'heures par semaine. Et au niveau de la rémunération, on est quand même très souvent rémunéré lorsque l'on travaille pour un petit job étudiant au SMIC, soit environ 8 € de l'heure. Lorsque l'on travaille, on peut aussi bénéficier du statut d'étudiant salarié. Il s'agit d'un statut qu'on peut acquérir auprès de son établissement scolaire et qui permettra en fait de bénéficier d'un aménagement de l'emploi du temps
côté employeur et côté école pour pouvoir allier le temps d'études et le temps de travail. Donc voilà, c'est un statut qu'il est important de connaître et auquel on peut prétendre lorsque l'on travaille pendant nos études. Par exemple, on peut aussi avoir le droit à des aménagements au niveau des examens finaux, par exemple. Voilà. Il existe aussi la possibilité de faire des alternances dans plusieurs formations. On ne rentrera pas dans le détail des formations ici, mais il en existe vraiment beaucoup et de plus en plus qui permettent en fait de continuer à apprendre. On est donc dans une formation en études supérieures et d'alterner du coup des périodes de cours et des périodes en entreprise. Ces modalités varient en fonction des écoles. Ça peut être quelques jours par semaine, ça peut être une semaine sur deux, un mois sur deux. Moi, j'en ai fait une, par exemple, j'étais une semaine par mois. Donc, une semaine, j'étais en cours et 3 semaines, j'étais au sein d'une entreprise. Et là encore, on est payé. Le salaire dépend de notre niveau d'études et de notre âge, mais il varie entre, voilà, comme indiqué ici, entre 25% du SMIC pour les mineurs en première année et il peut monter voilà, jusqu'à peu près 78% du SMIC pour les plus de 21 ans en troisième année, donc à peu près 1 170 € par mois. Et enfin, comme en ont parlé Ilixia et Jean-Marie, le service civique qui est ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans et jusqu'à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap et qui permet à ces jeunes-là de s'engager dans une mission d'intérêt général. Donc, ça peut être au sein d'une association, mais ça peut aussi être au sein d'une structure qui œuvre pour l'intérêt général. Et le temps de service civique peut aller de 6 à 12 mois et en fonction des différentes missions qui existent, peut être un service civique de 24 heures minimales par semaine à 35 heures en fonction de nos disponibilités et du besoin de la structure en question. Et en contrepartie, on est rémunéré, comme le disait tout à l'heure Ilixia et Jean-Marie, on est rémunéré à hauteur de 580 € par mois lorsque l'on n'est pas boursier. Et lorsque l'on est boursier à partir de l'échelon 5, on peut être rémunéré à hauteur de 680 € par mois. Voilà, à la fin, on restera un petit peu plus pour répondre à vos questions si vous en avez là-dessus. Moi, je vais tout de suite continuer un peu cette fin de webconférence. On va parler tout de suite du programme Inspire, qui est le programme pour lequel on intervient aujourd'hui dans le cadre de cette webconférence, que vous connaissez peut-être. C'est un programme qui est labellisé, comme je disais tout à l'heure, par le ministère de l'Enseignement supérieur et qui s'adresse aux lycéens et qui contribue à une orientation post-bac plus juste, plus confiante, mieux adaptée aux aspirations de chaque jeune, comme je le disais tout à l'heure, avec 2 volets. Une plateforme digitale que je vais vous présenter tout à l'heure, la plateforme Inspire Orientation, je ne sais pas si vous la connaissez, et des ateliers en classe qu'on organise avec nos lycées partenaires, des lycées prioritaires, dans lesquels on fait intervenir des bénévoles issus ou du monde professionnel ou des étudiants pour organiser et animer des ateliers autour de différentes thématiques. On a des ateliers sur la notion des stéréotypes qu'on peut avoir sur les études supérieures ou sur les métiers. Un atelier où vraiment on rentre dans le vif du sujet, on présente notre plateforme digitale comme je vais le faire rapidement et le monde des études supérieures avec le témoignage d'un étudiant et d'autres liés au code professionnel où des bénévoles professionnels viennent partager leurs connaissances du monde professionnel. Voilà ce qu'il en est, avec un objectif bien évidemment global de lever l'autocensure et les freins à la poursuite d'études, d'éclairer sur les possibilités qui existent justement en termes d'orientation, de débouchés, et d'accompagner individuellement sur le temps ou de la plateforme ou d'atelier les lycéens dans leur projet d'orientation. Voilà, rapidement, avant de vous présenter un autre programme, je vais vous présenter la plateforme Inspire, ce qu'il en est. J'espère que vous voyez mon écran. Normalement. Comme un peu tout ce qu'on a dit sur les bourses, cette plateforme Inspire, elle est gratuite, ouverte à tous les lycéens de France, donc vous pouvez vous y inscrire et vous pourrez retrouver sur cette plateforme plusieurs éléments qui pourraient vous intéresser, notamment ici dans les ressources, on a un kit de survie de la vie étudiante qui reprend un peu tout ce qu'on disait tout à l'heure sur les bourses, comment financer ses études, comment à quelles aides on peut prétendre pour étudier loin de chez soi, les différents logements étudiants qui existent, comment travailler pendant ses études, les bons plans étudiants, des aides à l'orientation. Ça, vous le retrouverez sur la plateforme avec à chaque fois les liens pour où est-ce qu'on peut faire la demande, quel montant. Tu parlais des échelons, il y en a bien de 0 à 7, tout est indiqué ici. Autre possibilité de la plateforme, ça va être en fait, vous allez remplir un petit questionnaire et on va vous proposer différentes pistes d'études qui correspondent à votre profil. Par exemple, si je suis intéressé pour faire
une prépa aux écoles de commerce des bacs pro ou une prépa scientifique avec le plus de biologie, par exemple, pour revenir un peu sur la thématique de tout à l'heure, on va avoir une fiche explicative qui reprend un peu les grandes lignes de ce que c'est le BCPST, combien ça coûte, comment on y entre, quels sont les débouchés. Et la petite originalité quand même de la plateforme Inspire, c'est que vous allez pouvoir contacter directement via la plateforme des étudiants bénévoles, qu'on appelle les étudiants éclaireurs, qui seront là pour répondre à vos questions. Donc là, si je clique ici, hop, il existe tout plein d'étudiants. Nous, on en a à peu près 13 000 sur la plateforme qui bénévolement sont là pour répondre directement via la plateforme à vos questions. Donc, vous pourrez parler par exemple à l'INA en BCPST, la prépa scientifique avec le plus de biologie et en fonction, à chaque fois, vous avez des critères en fonction du bac que chacun a obtenu, des différents parcours. Est-ce que cet étudiant est parti à l'étranger ou pas? Donc voilà, comme je le disais, tous les étudiants éclaireurs que vous pourrez retrouver ici. C'était la petite présentation de la plateforme Inspire, donc n'hésitez pas à aller la consulter. Elle vous aidera vraiment et n'hésitez pas à poser tout plein de questions aux étudiants, ils sont aussi là pour ça. Deuxième élément dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est le programme Mentorat qui lui concerne les étudiants. Donc c'est une fois que vous aurez intégré le monde des études supérieures et qui vous permettra en tant qu'étudiant d'être accompagné individuellement tout d'abord, mais aussi collectivement dans la durée, dans le cadre de votre parcours d'études supérieures. Vous allez être accompagné par un mentor issu du monde professionnel qui correspond un peu à votre profil, qui a fait ou les mêmes études ou qui fait un métier vers lequel vous vous destinez et qui va vous accompagner dans la construction de votre projet scolaire, professionnel et qui va être un soutien moral, qui va vous accompagner dans votre recherche potentiellement de stage, d'alternance, peut-être d'emploi plus tard. Vous allez aussi être accompagné collectivement par la communauté des mentorés d'Article 1, donc il y en a plus de 2000 en France, et aussi par le réseau global des mentors, des professionnels, donc à peu près 2500 professionnels mentors ou qui font partie de la communauté Article 1 qui vont vous permettre d'échanger et d'avancer dans votre parcours, avec également un programme un peu plus global de ce qu'on appelle le programme parcours, où vous aurez des ateliers, des outils, des bons plans, des rencontres professionnelles tout au long de l'année. Ça, n'hésitez pas à vous inscrire et à vous renseigner sur ce programme-là à la fin de votre terminale pour commencer dès la première année d'études supérieures. Vous pourrez retrouver tout ça sur le site d'Article 1. Dernière ligne droite, petit rappel pour vous en tant que lycéen sur Parcoursup. Donc voilà, le 11 mars dernier, c'était la fin des inscriptions des vœux. Désormais, jusqu'au 8 avril, vous allez pouvoir confirmer vos vœux. Pensez-y, c'est très important pour ceux qui sont en terminale, s'il y en a. Et avec une phase d'admission, comme vous le savez, qui commencera le 27 mai et qui se terminera le 7 juillet. Donc, pensez-y. Voilà, c'était quelques petites dates importantes qui pourraient vous être utiles. Enfin, sur le printemps de l'orientation, comme je disais tout à l'heure, Article 1 est partenaire de ce projet, de cet événement, et pour cela a mis en place plusieurs éléments, des webconférences nationales. Celle-ci, c'était la 3e, comme on le voit ici. Il en existe déjà 2 autres qui ont eu lieu les 2 semaines précédentes, une sur le financement des études et une sur le fait d'étudier loin de chez soi. Vous pourrez les retrouver sur la page YouTube d'Article 1, n'hésitez pas, elles durent 1 heure et vous permettent, par le biais de témoignages encore étudiants et d'informations, de vous renseigner sur ces problématiques-là. Il est également possible de suivre Article 1 et Inspire sur Instagram. En ce moment, chaque jour, et ce depuis déjà, je crois, à peu près 3 semaines, des étudiants viennent pour répondre à vos questions en story Instagram à partir de 14 h. Donc, n'hésitez vraiment pas à vous inscrire là-dessus. Aujourd'hui, c'est, je crois, il me semble, Taskini, qui est en licence de littérature, de langue, de civilisation étrangère et régionale, qui prend en main le compte Inspire pour répondre à vos questions. Donc, n'hésitez vraiment pas à leur poser plein de questions. Et comme je le disais, sur la plateforme Inspire, vous allez pouvoir avoir un accès illimité aux pistes d'études, à la messagerie ou, comme je le disais, des étudiants sont là pour répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Voilà, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Les différents liens pour nous rejoindre ici sur le Instagram, le Twitter, le Facebook d'Article 1. On va rester encore quelques petits instants pour répondre à vos questions s'il y en a. Moi, j'ai un peu de temps, donc voilà. En tout cas, je voulais tous vous remercier d'avoir suivi cette conférence. Merci aussi aux 3 étudiants et étudiantes qui ont témoigné aujourd'hui de leur parcours. Voilà, merci. Et merci, Émilie, aussi de l'accompagnement sur cette conférence. Est-ce que vous avez quelques petites questions avant qu'on clôture
la vidéo et la conférence. Je ne sais pas si des questions apparaissent, Émilie. Non, nous n'avons pas reçu de questions. Moi, en tout cas, je n'en vois pas. Enfin, il n'y en a pas qui s'affichent de mon côté. Ok. Bon, on va attendre encore 2 petites minutes s'il y en a. Mais sinon, moi, si je peux vous donner un conseil un peu global, comme je le disais, à l'échelle lorsqu'on est au lycée, on peut avoir un peu une petite pression de se poser la question, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va s'enfermer dans telle ou telle filière et comment on va finir 5-6 ans après? À l'échelle d'une vie, finir ses études à 20 ans, à 22 ans ou à 24 ans, pour la plupart des personnes en tout cas, je pense qu'à l'échelle d'une vie, ce n'est pas quelque chose de fondamental. Bien sûr, si on arrive à trouver notre voie directement, c'est bien. Pour ça, il faut se connaître. Et en tout cas, ne pas avoir peur aussi, vraiment, c'est un mot que je déteste, mais qui est très souvent utilisé par beaucoup de l'échec. Ce n'est pas un échec, c'est des parcours, de l'expérience engrangée, oui, qu'on acquiert et qui nous permettra plus tard, très souvent, même sans s'en rendre compte, d'arriver plus facilement à s'insérer professionnellement, etc., etc. Donc vraiment, ne vous arrêtez pas à vos quelques petits moments de doute et ce qu'on appelle quelques années perdues peut-être. Voilà, si c'est tout, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous remercier et n'hésitez pas à nous rejoindre sur tous nos réseaux, sur toutes nos